J'ai la chance d'être en compagnie d'éminents professionnels du marché des paiements africains que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, Michael Nassiri, directeur général du CMI Maroc. Bonjour et bienvenue, Michael. Bonjour. Valentin Mbozo, directeur général du JIMAC. Bonjour et bienvenue, Valentin. Bonjour, Andrea. Bonjour à tout le monde. Khaled Betayeb, directeur général de Monétique Tunisie. Bonjour et bienvenue, Khaled. Bonjour tout le monde. Et Mina Yegan Koulibaly, directeur général du GIM UMOA. Bonjour et bienvenue, Mina Yegan. Bonjour à tous et bonjour, Andrea. Très bien. Alors, sans plus attendre, je vous propose de démarrer tout de suite le débat avec une première question que j'ai volontairement axée sur un angle généraliste de façon à planter un petit peu le décor et que j'aimerais adresser à Monsieur Koulibaly. Aujourd'hui, on observe que le digital s'impose de plus en plus comme une nouvelle donne dans différents univers de consommation et cette réalité s'est accrue ces derniers mois dans le contexte de la crise sanitaire. Donc, le digital impacte non seulement la grande consommation, mais aussi le domaine des moyens de paiement, bien évidemment. Comment décririez-vous la situation du continent africain sur ce sujet aujourd'hui? Merci, Andrea, pour la question. Il n'est jamais simple d'être le premier à parler, mais bon, on va essayer. Le digital en Afrique progresse bien. Rien qu'à voir les chiffres qui sont publiés par les différentes banques centrales, on voit bien que le digital progresse un peu partout en Afrique. Mais il est à noter que cette progression disons, le digital n'avance pas de la même manière, à la même vitesse d'une région à une autre. Et c'est normal parce que l'Afrique est assez diverse et l'Afrique n'est pas uniforme. Donc, il y a un certain nombre de difficultés dans certaines régions qui font que bon, la vitesse, même si le digital progresse, il ne progresse pas à la même vitesse que d'autres. Si nous prenons par exemple l'UEMOA, qui est notre région, nous notons une progression de l'utilisation des services de paiement électronique. En tout cas, selon les statistiques de l'année 2019 qui viennent d'être publiées, 76% et on note une progression de 76% et 50% respectivement en volume et en valeur. Donc, ce n'est qu'un exemple, mais si on regarde bien toutes les autres zones économiques, on verra que la progression est similaire. Il faut noter également que en Afrique, ce qu'on note, c'est qu'on note qu'il y a une coexistence entre la carte bancaire et finalement les usages de paiement par mobile. La carte et le mobile coexistent. Et il n'y a pas encore, je dirais, de convergence, mais cette convergence est en cours. Et il y a un certain nombre de projets. Dans certaines régions, c'est déjà le cas, c'est déjà réalisé. Le Ghana, le Nigeria ont déjà réalisé cette convergence. Et dans l'UEMOA, ce sera le cas très bientôt. Nous travaillons à assurer cette convergence entre le monde de la carte et le monde du mobile. Et je pense que l'avenir du digital passe aussi par cette main forte tendue vers la carte, de telle sorte que finalement, cette main tendue permet de ne pas être en compétition, mais plutôt d'adresser la problématique qui est de transformer les usages cash en usages numériques. Et il est important aussi, dans la même dynamique, d'initier très rapidement la virtualisation des cartes. Parce que la virtualisation des cartes va véritablement marquer, va finaliser cette convergence entre le monde de la carte et le monde du mobile. Le mobile a une pénétration parfaite en Afrique, donc la carte doit profiter de cette pénétration pour pouvoir avancer. Voilà ce que je peux dire, ne pas monopoliser la parole sur la situation du digital. Il y a quand même des obstacles et des difficultés, mais on aura l'occasion d'en parler dans la suite. Très bien. J'aimerais rebondir sur un terme que vous avez utilisé, c'est le terme diversité qui constitue une très bonne transition vers la question suivante que j'aimerais adresser à Monsieur Nassiri. Si on se focalise justement sur une partie de l'écosystème africain, en l'occurrence ici le Maroc, on voit qu'il y a des initiatives qui ont été déployées ces derniers mois. Je pense notamment au domaine du paiement mobile avec la solution Ibreeze qui a été lancée très récemment. Que pouvez-vous nous dire sur la stratégie d'un acteur comme le CMI sur le sujet de la digitalisation et quelles sont les prochaines étapes après le lancement d'Ibreeze?
Bien, donc au Maroc, comme on a eu l'occasion de le dire précédemment, il y a une multitude effectivement de moyens de paiement qui coexistent, avec une particularité, c'est que la pénétration de la carte est beaucoup plus importante, puisqu'aujourd'hui on a 16 millions de cartes de paiement qui sont en circulation et une infrastructure d'acceptation qui est déjà opérationnelle et en place. Et donc ce que l'on a fait au Maroc pour favoriser l'adoption et l'usage des paiements mobiles, puisqu'il y a aujourd'hui une vingtaine d'acteurs établissements de paiement qui ont lancé leur wallet mobile, dont le wallet Ibris du CNI. Donc, ce qui a été fait pour assurer justement cette adoption et ce démarrage, c'est d'abord d'ouvrir l'infrastructure de paiement existante. Donc, les terminaux de paiement existants acceptent aujourd'hui les paiements mobiles, que ce soit en QR code ou en NFC. Donc, vous avez la possibilité de payer avec votre téléphone mobile. Aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 million de wallets qui sont en circulation au Maroc et l'adoption et l'usage sont en train de se développer petit à petit. Alors, parmi les initiatives qui ont été mises en place justement pour favoriser cette digitalisation de l'écosystème des paiements, ça a d'abord été porté par les banques qui ont mis en place des applications de M-Banking qui permettent de payer d'abord l'ensemble des factures, donc d'eau et d'électricité et de télécom, mais également tout ce qui est e-gov. Et on a une dynamique assez intéressante dans la digitalisation des services publics qui permettent justement d'animer l'écosystème, en tout cas l'usage du téléphone mobile pour payer, donc à travers les applications bancaires ou à travers les wallets mobiles qui permettent également de payer des factures, de faire des transferts, mais également, donc, comme je l'ai dit, de payer sur des terminaux de paiement, soit des terminaux de paiement standards, soit des terminaux de paiement Android, donc des smart devices que l'on a commencé à déployer depuis 1 an. Et donc aujourd'hui, le CMI adresse en fait cette diversité de moyens de paiement en assurant justement cette convergence entre le mobile et la monétique à travers donc l'acceptation en un point unique de ces transactions. Du côté de l'usage des applications mobiles qui ont été développées par les banques, soit leurs applications mobiles ou leur site de web banking, ce qui a été marquant ces 2 dernières années, c'est vraiment le shift que l'on a constaté, c'est que les gens sont sortis des agences bancaires pour leurs opérations de cash ou de retrait au niveau des GAB et ont commencé à utiliser massivement donc leurs applications mobiles. Aujourd'hui, les banques annoncent 90% de leurs virements qui sont effectués à travers leurs applications mobiles, alors que c'était des virements qui étaient ordonnés initialement au niveau des agences. Donc, ce que l'on constate de manière assez marquante, c'est d'abord une digitalisation poussée, une réduction de l'usage du cash dans les opérations de paiement de factures, de taxes, de services publics, une croissance assez nette des paiements auprès des commerçants. Donc, malgré le Covid et malgré le lockdown que l'on a connu en avril-mai, on a constaté une croissance assez importante au niveau des commerces qui sont restés ouverts, et notamment les commerces alimentaires, les stations-service, tout ce qui est pharmacie, parapharmacie et donc une croissance assez soutenue des paiements par carte marocaine. Et ce qui est encore plus marquant, c'est l'adoption par les Marocains, par les porteurs de cartes, du paiement sans contact, qui est en croissance de plus de 700% par rapport à l'année dernière. Et on est aujourd'hui arrivé à 20% de nos transactions monétiques qui sont réalisées en sans contact. Donc ça a été vraiment la crise sanitaire a été vraiment un catalyseur de cette typologie d'opération. Et d'un autre côté, ce qui a été remarquable également, c'est le développement du e-commerce et donc à la fois en termes de croissance du nombre de sites qui proposent le paiement en ligne, donc que ce soit des sites standards, mais également à travers les réseaux sociaux où les commerçants ou les marchands ont commencé à utiliser des solutions légères, donc avec le Pay by Link ou le Pay by Mail qui permet d'envoyer un lien de paiement sécurisé. Donc, cette diversité de solutions d'encaissement que l'on propose au niveau du Maroc permettent aux commerçants d'abord, leur ont permis de tenir face à la crise sanitaire et au lockdown, mais permettent également d'activer et donc plus on propose en fait de modes de paiement ou de modalités d'encaissement, plus on assure l'adoption et l'usage de ces moyens de paiement électronique. Donc aujourd'hui, on est sur des trends assez
assez encourageant en termes de croissance. La croissance des paiements digitaux à travers les applications mobiles, on est autour de 60%, 70% par rapport à l'an dernier. Sur le e-commerce également, on est sur des trends qui tournent autour de 50% en nombre d'opérations et un peu plus de 30% en volume. Et un shift assez marqué vers les achats en ligne, que ce soit pour l'alimentaire, pour les produits de première nécessité, etc. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de parler du e-commerce dans une prochaine question. Absolument. Donc voilà, donc une grande diversité disons, d'acceptation, un choix assez large de moyens de paiement, que ce soit donc pour la clientèle bancarisée, mais également la clientèle non bancarisée, qui est adressée à travers les wallets mobiles et les comptes de paiement qui sont en plein développement. Et donc, on est en train de construire un écosystème que l'on espère pérenne et rentable pour l'ensemble des acteurs pour les prochaines années. D'accord, merci pour cet éclairage. Un autre pays engagé également dans une transformation digitale, c'est la Tunisie. Et sur ce point, j'aimerais me tourner vers M. Betayeb pour avoir un petit peu un état des lieux, des perspectives de développement justement de l'écosystème des paiements en lien avec ce process de digitalisation pour les prochaines années. Quelles sont les pistes d'évolution pour le marché des paiements tunisiens ? Effectivement, la Tunisie d'abord se caractérise par un taux de bancarisation relativement important, mais qui demeure insuffisant. On est autour de 49-50%, sauf que, et qui dit bancarisation, dit équipement en carte. Mais, comme je l'ai dit, cette situation demeure quand même insuffisante parce qu'il y a une bonne partie de la population qui est exclue financièrement et qui jusque-là n'ont pas cherché à aller vers les banques. Donc, on est conscient qu'aujourd'hui, si on veut réellement atteindre l'inclusion financière, il faut s'adresser à d'autres acteurs qui doivent être là sur le marché pour pouvoir effectivement inclure ces gens-là dans la sphère financière. Et du coup, nous avons pensé, aujourd'hui, comme j'ai dit d'abord, carte, nous avons pensé à un autre moyen qui puisse peut-être inclure ces populations-là, d'où le wallet et le mobile payment. Nous avons fait une expérience cette année, nous avons lancé et nous avons misé sur l'État, sur l'administration pour effectivement nous aider à inclure et à mettre en place ce système-là. Et on est arrivé à lancer aujourd'hui 500 000 wallets qui ont servi au début pour la distribution des aides sociales lors de la crise de la Covid par l'État. Et c'est des opérations qui ont été faites totalement d'une manière, je dirais, ce sont des transferts qui ont été faits par l'administration, par l'État sur les wallets et moyennant un système, et on a voulu toucher le maximum de personnes. Nous n'avons pas limité l'usage du mobile au smartphone et à l'application mobile. Nous avons d'abord misé sur l'USSD qui est accessible par tout le monde et comme solution complémentaire, une solution embarquée. Le système qu'on avait mis en place pour le service de ces aides sociales, c'est moyennant une commande USSD, on arrivait quand même à retirer ces fonds au niveau d'abord soit d'un point de vente d'une agence ou c'est la nouveauté pour nous. Nous avons mis en place un système de cardless où les gens pouvaient retirer l'argent, l'aide sociale, au niveau d'un distributeur sans pour autant avoir une carte bancaire uniquement à l'aide d'un OTP et du numéro de sa pièce d'identité. Donc là, on est parti là-dessus. Nous avons vu que effectivement, ça a un petit peu changé la manière de faire pour ces gens-là. Nous misons, certains d'entre eux ont réutilisé ces wallets-là pour les recharger et faire d'autres opérations. D'autres ont été beaucoup plus timides ou ces wallets-là n'ont pas encore été réutilisés. Moi, peut-être j'expliquerai ça par peut-être les points de caching qui manquent. Aujourd'hui, nous avons uniquement les réseaux bancaires et postaux qui le font. Nous attendons avec aujourd'hui le lancement et le démarrage des établissements de paiement pour élargir effectivement ce réseau de cash-in, cash-out, pour pouvoir effectivement digitaliser au vrai sens du terme les paiements. D'un autre côté, en termes de stratégie, comme j'ai dit, nous avons beaucoup misé sur l'administration parce qu'il y a beaucoup de populations qui ne viennent pas d'une manière volontaire vers une institution financière pour se doter d'un moyen tel que la carte ou le wallet chez une banque. Donc, nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, l'État sert beaucoup, je dirais, à beaucoup de transferts
envers ces populations-là, de différentes formes, de différentes administrations. Et si l'État, si l'administration nous aide quand même à recruter ces gens-là, on ne fait que créer un écosystème qui par la suite va se développer par lui-même. Ceci en ce qui concerne l'expérience que nous avons vécue. Maintenant, comment s'est caractérisée la phase, je dirais, de la Covid, de la première Covid à aujourd'hui en termes de paiement et de transactions financières? C'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure Michael, il y a eu un développement effectivement de l'activité, mais que je considère personnellement n'est pas à la hauteur de ce que nous attendons, parce que, chose qui est normale, parce que nous avons déjà perdu beaucoup de transactions, parce que nous avons eu beaucoup de commerces qui ont fait, exemple, le plus grand acceptant de transactions par carte, c'est la grande distribution. Et durant je dirais, les périodes de confinement, la grande distribution était fermée. Oui. C'est ce qui fait qu'il y a eu d'un côté une baisse, mais d'un autre côté, il y a un développement de l'activité chez d'autres commerçants. Ce qui veut dire que aujourd'hui, c'est un bon quand même indicateur pour dire qu'avec la réouverture de la grande distribution, les chiffres vont s'améliorer davantage. On parlera tout à l'heure aussi du comportement vis-à-vis de e-commerce. Effectivement, on en reparlera, je préfère, tout à l'heure quand on abordera le e-commerce. Oui, il y a une question sur ce sujet-là, donc on abordera de façon assez détaillée de l'évolution du e-commerce en Afrique dans le contexte de cette crise sanitaire. Merci pour cet éclairage, Monsieur Betayeb. J'aimerais maintenant qu'on se concentre sur une autre zone de la région africaine avec Monsieur Mbozo qui représente le JIMAC. Aujourd'hui, on voit que le JIMAC est vraiment un acteur engagé sur les innovations en matière de paiement. Je pense par exemple à l'initiative JIMAC Pay. Que pouvez-vous nous dire sur les défis du JIMAC à l'heure actuelle en matière de transformation digitale ? Je vous remercie, Andrea, de me donner la parole et je remercie les premiers intervenants. Les défis du JIMAC en matière de digitalisation il y a un certain nombre de choses égrenées par Michael à l'aide de Moneya, qui sont les mêmes difficultés que nous rencontrons dans notre développement. Mais succinctement et spécifiquement par rapport à notre sous-région, nous avons donc d'abord constaté ce qui était une très grande difficulté à développer la carte dans la sous-région. Cette difficulté ne date pas du JIMAC, parce que là, la région baigne quand même très bien sur des réseaux internationaux qui ont une certaine pénétration. Et il y a eu la carte JIMAC, mais qui a peiné un peu à décoller. Le volet acquisition, avec la carte chez les commerçants aussi, pour plusieurs raisons liées à des infrastructures, au coût d'acquisition des terminaux, à leur gestion, à leur maintenance et tout cela. Et nous avons été amenés à réfléchir sur un volet qui est très proche de ce qu'on appelle ici les populations informelles. Donc, quand on quantifie les populations des 6 pays de la CEMAC, 80% de ces populations sont des gens qui travaillent pas dans les circuits habituels connus de tous. C'est des gens qui vendent sur la chaussée, c'est des gens qui commercent dans les marchés ou bien sans adresse, etc. Et pour adresser tout ce monde-là, où le taux d'utilisation du mobile dans certains pays dépasse les 100%, il a fallu réfléchir. Parce que quand on a vu le succès qu'a eu les opérateurs du mobile, là-dessus, les grands opérateurs, il y en a 11 ici, donc plusieurs font le mobile money et ont des services à valeur ajoutée de paiement. Il a fallu réfléchir. C'est pour cela que nous avons évolué avec cette plateforme dont vous venez de parler, la plateforme JIMAC Pay. Et nous avons démarré la production avec cette plateforme et la commercialisation au mois de juillet. Nous devons dire que c'est le succès et même l'engouement est total parce que à ce jour,
la grande difficulté que nous avons, le défi que nous avons, c'est rapidement ramener tous les opérateurs du mobile dans la plateforme. Et comme disait d'un moment à l'autre, il y a bien avant moi, Michael et Khaled, développer auprès des banques le M-banking. Parce que les banques même font le constat maintenant que lorsqu'ils n'ont pas de M-banking, la banque traditionnelle telle qu'elle se faisait, carte et tout ce qui est à J+1 ou J+2 comme des virements non instantanés, voilà le mot, le virement, l'instant paiement par les banques, qui est devenu un facteur très important de concurrence. Donc, nous sommes en train le premier handicap maintenant, le premier défi qui est devant nous, c'est d'aller vite avec l'intégration des opérateurs de mobile money dans la plateforme GIMAC pour la convergence. La plateforme GIMAC Pay, c'est la parfaite convergence entre les cartes, les transactions cartes dans des comptes bancaires, les mobiles avec les comptes virtuels et la remittance. Aujourd'hui, la remittance, nous sommes d'abord limités à la remittance pour des problèmes de réglementation par rapport aux évolutions du règlement sur le change. Donc maintenant, le premier défi, le premier grand défi, c'est celui-là, ramener ces gens parce que ça évolue très vite. Nous doublons, on a presque doublé chaque mois et triplé même le nombre de transactions. Avec à peu près 80%, nous constatons que 80% désormais des transactions qui se font là, c'est des wallets mobiles vers wallets mobiles, des wallets mobiles vers wallets banque, vice-versa, des paiements des utilities. Et maintenant, on a aussi pensé à un volet qui était très important, qui est en train de s'amorcer, il n'est pas encore opérationnel, l'e-gov. L'e-gov, la digitalisation de tous les trésors publics, parce que tout le monde, il y a capital, notre défi aussi, c'est la banque centrale. Parce que lorsque la banque centrale décrète aussi sur ce point, elle a beaucoup fait ces derniers temps, le gouverneur a pris plusieurs instructions, plusieurs réglementations pour essayer de maîtriser un certain nombre de choses liées à la digitalisation. Par exemple, l'évasion fiscale, la fuite des capitaux, la lutte contre le terrorisme, et la maîtrise de la masse monétaire qui circule, les flux financiers, la maîtrise des flux financiers. Donc, il y a aussi ce défi-là, un deuxième défi, l'e-gov, la mise en branle des trésors publics, par exemple, que nous avons commencé avec le Cameroun, des discussions avec le Gabon, le Congo, la Centrafrique, et la réglementation avec la Banque centrale pour amener des gens, même quand ils veulent rester sur le cash, qui est quand même notre talon d'Achille, notre plus grande difficulté. Essayer de faire amener tout ce monde par au-delà des offres qui s'y à la population. Et sur ça, il faut aller vers les offres, comme disaient les offres qui épousent la vie des gens. Et comme c'est l'ère du temps dans la sous-région, c'est le mobile, c'est le transfert d'argent, c'est pour cela que c'est le défi, c'est de ramener ces transferts-là, tous ces transféreurs, tous ces mobiles sur la plateforme. Donc, deuxième défi, la réglementation et la digitalisation des administrations. Voilà à peu près les trois défis que je puis énoncer. Et peut-être un dernier défi, c'est aussi la concurrence féroce. Et même au-delà de la férocité que nous mènent les acteurs internationaux. Je ne les cite Bien pas, sûr. vous les connaissez, c'est du monde de la carte. Tout à fait. Il y a une question aussi sur ce sujet-là, donc voilà, c'est Andrea, très bien voilà ce que je pouvais de faire un petit teasing. Très bien. Merci beaucoup pour ces éléments.